La corruption est toujours dans le viseur des gouvernants. Prévenir et réprimer, l'objet de loi relatif est dans les priorités de la transition. Et puis la réplique à Boko Haram devrait se faire de façon plus musclée. Des pays occidentaux se mettent de la partie. Puis enfin en cinéma, nous sommes entrés dans les coulisses des préparatifs de la 24e édition du FESPACO. Côté spectacle, c'est Irène Tassambedo qui assure l'ouverture et la clôture, le point des avancées à J-5 de la grande fête du cinéma panafricain. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Prévention et répression de la corruption au Burkina, c'est entendu, le fléau reste dans le viseur des gouvernants. La ministre en charge de la justice est allée en discuter ce matin avec les députés de la transition. Il s'agit de trouver les modalités de faire adopter ce projet de loi relatif, un projet de loi qui a eu du mal à être adopté sous le régime comparé. Le point avec Claudine Bikaba. Le gouvernement est en discussion avec les membres du CNT et la Commission des affaires institutionnelles de gouvernance et des droits humains. Des discussions qui s'articulent autour du contenu et de la forme du projet de loi portant sur la prévention et la répression de la corruption au Burkina Faso. Un projet de loi qui, du reste de leur avis, devait être adopté depuis. Cette loi est très vieille. Elle a été conçue même du temps de l'Ancien Régime et a connu beaucoup d'aléas. Et on peut comprendre aisément pourquoi la loi n'a jamais pu être réellement adoptée. Parce que pour adopter une telle loi qui lutte contre la corruption, donc qui définit les actes de corruption, qui explique les procédures, qui explique les sanctions et tout ça, ça signifie qu'on est vraiment prêt à lutter contre la corruption. Nous sommes prêts maintenant, qu'on la soumet maintenant au CNT qui va, nous l'espérons, l'adopter dans les prochains jours. C'est une loi qui est d'une certaine importance au vu de ce qui se passe, parce que la corruption au Burkina Faso, à l'instar des autres pays, est un fléau qui, à notre avis, a gangréné donc tous les systèmes au niveau du Burkina Faso. Il s'attelle donc à cette rencontre à ce que ce projet de loi soit adopté le 27 février par le gouvernement et voté en plénière le 3 mars prochain à l'Assemblée. Et puis, de façon générale, comment se porte la transition? C'est l'ambassadeur des États-Unis au Burkina qui vient mettre à jour ses fiches sur le sujet. Question au président du Conseil national de la transition. Le point de cette rencontre est toujours de Claudine Bikaba. Toulinabou Mouchingi est allé au Conseil national de transition pour échanger avec le président du CNT, Chérif Sy. Objectif de cet échange, évoquer les dossiers qui intéressent le plus les Burkinabés. Aujourd'hui, nous avions aussi quelques points spécifiques. Le premier, c'est l'appui à la transition, au gouvernement de transition, qui était divisé en 2 points. Bien sûr, l'appui à la CENI, mais aussi l'appui que nous allons essayer de trouver pour soutenir le CNT. Un des projets de loi dont nous avons entendu parler, c'est le projet de loi sur la bestialité, l'homosexualité, etc. Alors on voulait savoir où on en est sur ce projet-là. Le projet de loi portant de révision du code minier allait être réintroduit auprès de CNT. Alors nous avons tenu à venir discuter avec eux pour voir quel est le processus, où est-ce qu'on en est. En plus des sujets qui ont été au cœur de ce tête-à-tête, il s'est exprimé sur la révision du code minier au Burkina Faso ainsi que sur le projet de loi portant atteinte à certains mœurs au pays des hommes intègres. Chaque pays a ses valeurs culturelles. Le principe de base, c'est que les droits humains universellement acceptés, les droits civiques et les droits de citoyens doivent faire partie de cette discussion, peu importe l'origine, la race, l'orientation religieuse ou l'orientation sexuelle. Nous, en tant que partenaires, nous pensons qu'un code minier qui soit écrit de façon que les Burkinabés, le gouvernement de Burkina Faso ait des bénéfices de leurs ressources minières, mais aussi en gardant un aspect attractif
pour les investisseurs étrangers. Il rassure que les États-Unis ne veulent pas imposer des valeurs qui ne soient pas compatibles avec les nôtres, mais qu'ils cherchent plutôt à comprendre ces projets de loi en cours dans notre pays. Et puis demain se tient justement un séminaire de renforcement des capacités des acteurs de la transition. La rencontre se tient à Ouaga 2000 sous l'égide du chef de l'État, Michel Kafando. Les personnalités conviées à ce rendez-vous sont attendues à partir de 8 h et leur limite d'arrivée est fixée à 8h30. C'est là une information qui nous vient de la direction du protocole d'État. Et puis restons sur la lancée de la transition. Que vaut l'insurrection sous la loupe de la législation? Des experts de la question appellent à faire ressortir cette particularité de l'insurrection populaire du Burkina pour mieux répondre aux attentes. C'est l'idée maîtresse de la Société burkinabé de droit constitutionnel qui a communiqué sur le sujet avec les étudiants en droit de l'Université de Ouagadougou. Les précisions avec Estelle Judith Assogba. À travers cette conférence, la Société burkinabé de droit constitutionnel veut jeter de multiples regards techniques sur le fonctionnement de la transition au Burkina Faso. Pour mener cette analyse, elle focalise les échanges avec la nation, en particulier avec les étudiants en sciences juridiques et politiques, sur deux sous-thèmes, le droit constitutionnel de la transition insurrectionnelle au Burkina Faso et le paradigme politique de l'insurrection populaire. On s'interroge sur le point de savoir si le fonctionnement actuel de la transition est propre à respecter le droit constitutionnel et quelles sont notamment les attentes constitutionnelles qu'on peut nourrir à l'égard de la transition. Si vous voulez, en somme, quelle devrait être l'orientation démocratique du Burkina Faso qui doit être préparée par cette transition que nous sommes en train de vivre et d'organiser en ce moment. Je soulève une réflexion. D'abord, qui consiste à se demander est-ce qu'il existe des critères universels pour analyser une insurrection? Est-ce qu'il y a un seul modèle d'insurrection? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt considérer qu'il existe plusieurs modèles d'insurrection? Et ensuite, je vais aboutir à m'interroger sur la spécificité de l'insurrection que nous avons eue au Burkina. À ces échanges, la Société burkinabé de droit constitutionnel a associé Maître Frédéric Passéré Titenga, celui-là même qui a servi pendant un moment au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo, des pays qui ont connu une instabilité politique. Maître Passéré Titenga va ici apporter sa contribution à ces débats. On m'a demandé d'être aujourd'hui à l'université pour écouter d'abord, pas pour intervenir, écouter des débats, apporter sur la transition, qu'elle soit paisible, qu'elle débouche sur ce que le peuple attend, mais aussi, après analyse des textes et tout de la gouvernance, pour une contribution à cette gouvernance-là. Les étudiants se sont fortement mobilisés car ils se sentent interpellés sur cette transition au Burkina Faso. Nous espérons que cette conférence ne va pas accoucher d'une petite souris et que nous pourrons vraisemblablement poser des actes, faire des propositions adéquates et concluantes afin que les dirigeants actuels sachent qu'il y a des sociétés pensantes, qu'il y a des étudiants, qu'il y a tout un ensemble de personnes aguerries de la matière prête à les accompagner dans les différents processus à l'heure actuelle. L'une des missions de la Société burkinabé de droit constitutionnel est de veiller sur le fonctionnement et l'encadrement de la démocratie au Burkina Faso par la Constitution. Et cette conférence s'inscrit dans cette logique. Autre point de l'actualité, parti à la quête d'un mieux-être il y a de cela une trentaine d'années. C'est la peur au ventre que retournent au bercail une trentaine de Burkinabés qui vivaient jusque-là au Nigeria. Ils ont pris le chemin du retour à cause des attaques de la secte islamiste Boko Haram. Une fois au Burkina, les voyageurs ont pu regagner leur localité d'origine sous l'égide de l'Organisation internationale des migrants. Le point avec Bernard Diasso. Mamassi, à 130 km de Dori et dans la province de Loudalan, village d'origine de ces 62 migrants burkinabés de retour du Nigeria. Un peu près de 30 ans, ils regagnent leurs familles respectives. Et pour ces enfants, une première fois de s'y rendre. Un accueil où joie et émotion s'entremêlent.
Ce retour volontaire est dû à l'assistance de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Nous devons travailler avec les partenaires en vue d'apporter une assistance pour assurer la réintégration socio-économique de ces personnes. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on se déplace pendant 30 ans et que l'on revient, il est probable que des repères soient perdus et l'OIM doit apporter, selon son mandat, un appui en vue d'assurer la réintégration socio-économique qui va consister soit à travers la formation, donc vous avez vu que dans ce groupe on a 34 enfants, assurer leur éducation et ensuite pour les personnes plus âgées, assurer que le fait qu'ils puissent avoir donc des activités génératrices de revenus selon leur choix. Et si des formations sont nécessaires à cet effet, nous apportons donc cette formation professionnelle en vue d'assurer cette réintégration. Un second mouvement migratoire jugé satisfaisant selon l'Organisation internationale pour les migrations, qui a tenu à ce que le transport et ce déplacement se fassent dans les conditions de sécurité et de respect de la dignité humaine. Nous oublions cette mésaventure pour le simple fait de revoir nos proches parents. C'est une joie immense pour nous aujourd'hui. Venus dans des conditions de vulnérabilité, l'espoir est permis pour ces migrants. Nous avons eu l'assurance du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation quant à l'envoi imminent, en tout cas d'une certaine quantité de vivres pour l'assistance alimentaire. Et aussi avec d'autres acteurs qui sont présentement sur le terrain. Et parmi ces acteurs, il faut déjà souligner, ce ne sont plus 62 migrants que le bureau pays de l'OIM au Burkina assiste, mais plutôt 63. Car dans la nuit du 17 février dernier, une migrante a donné naissance à un petit garçon. L'OIM a dans ce cadre veillé aux premiers soins sanitaires de la mère, puis à l'enregistrement de la naissance de l'enfant et à son premier vaccin. Et comme on le dit, bébé et maman se portent bien. Voilà, bienvenue donc au Faso. On revient chez nous. C'est demain que doit se tenir le procès des 5 élèves interpellés dans le cadre du bras de fer qui a opposé apprenants et enseignants de Niangologo dans la province de la Léraba. En attendant, la coordination des élèves tente l'intercession, le point de la rencontre avec Aruna Maré et de Fousseni Kindo. Un seul point est à l'ordre du jour de ce face-à-face entre la SEB, la coordination des élèves et étudiants burkinabés et la presse. Il s'agit de la situation des 5 élèves arrêtés suite aux manifestations des scolaires de Niangologo, dont le procès est prévu demain mardi. Depuis quelque temps, en effet, les établissements d'enseignement secondaire de cette localité sont en proie à un climat délétère du fait de l'exclusion de certains élèves du lycée Santa, dont le seul tort, s'il y en a eu, est de s'être solidarisés avec leurs camarades du lycée municipal de Niangologo pour de la lutte pour de meilleures conditions d'études. Dans la foulée, le Conseil décide de sanctionner les 5 membres du bureau du comité ASC du lycée Santa. Le bureau exécutif national de la SEB dit avoir rencontré le 13 février dernier les autorités du département en charge des enseignements secondaires et supérieurs pour leur faire part de ses préoccupations. La libération sans condition et sans délai des élèves détenus à la maison d'arrêt et de correction de Banfora, dont le procès est prévu pour demain mardi. L'annulation des sanctions prises contre les 5 élèves du lycée Santa et la levée de la suspension des activités de l'ASC Niangologo. À travers cette conférence de presse, la coordination dit vouloir prendre l'opinion à témoin sur la situation de leurs camarades. Elle invite les autorités à se pencher dans les plus brefs délais sur leur faute de quoi elle entreprendra des actions pour se faire entendre. Pour une intercession, elle a plutôt le ton de la menace. Affaire donc à suivre. Et puis en page éducation, la commune rurale de Zamnogo, dans le Kadiogo, aura bientôt une école primaire publique. Pour le moment, le projet est au stade de signature de convention de financement et c'est chose faite. L'ambassade du Japon au Burkina soutient l'association Sinilabé avec une enveloppe de 59 millions de francs CFA. Le point avec Maïmouna Gira et Zalissa Sanfo. Cette signature apposée ici marque le début du processus de construction d'une école primaire publique à Zamnongo, commune rurale de Komsiliga, dans la province du Kadiogo.
Par cet acte, le Japon répond ainsi à la préoccupation de l'association Siniabe et des autorités locales. L'éducation occupe une place primordiale dans la formation de capital humain. Sur la base de convictions, le Japon considère que l'éducation des enfants est la clé pour le développement durable et puis la réduction de la pauvreté. Ce don d'une valeur de plus de 59 millions de francs CFA est destiné à la construction de 6 salles de classe, d'une cuisine et de 2 latrines. Dans les prochains mois donc, c'est une nouvelle école qui sortira de terre au grand bonheur des élèves et des enseignants. Le village de Zangobo, c'est un village qui n'a pas d'école. Les enfants sont obligés de parcourir de longues distances pour aller fréquenter les écoles situées à des dizaines de kilomètres. Du coup, il y avait un problème d'insécurité qui se posait, donc, qui était devenu une préoccupation pour les parents d'élèves. Donc je peux dire que ce matin, vraiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime à travers ce don que l'ambassade du Japon met à la disposition de l'association. Cette action entre dans le cadre du programme de coopération financière du Japon intitulé « Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ». En politique, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République vise le fauteuil de président du Faso. L'Alliance ne boudera pas non plus les municipales et les législatives. D'office, les jeunes jettent leur dévolu sur l'arrondissement 4 de Ouagadougou qui pour eux est symbole de résistance. C'est Sylvestre Da et Zalissa Sanfo. Au lendemain de la célébration de son premier anniversaire, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République mobilise ses militants dans le cadre des préparatifs de son congrès ordinaire prévu le 25 avril prochain. Et le choix de l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou pour abriter ce meeting, premier du genre de l'ère post-insurrectionnelle, est pour les dirigeants un symbole. L'arrondissement 4 est l'arrondissement qui avait déjà anticipé la révolution. C'est l'arrondissement qui a refusé, malgré donc tout ce qu'on lui a proposé en espèces sonnantes et trébuchantes. Cet arrondissement avait déjà dit non à ceux qui achètent la conscience du peuple. Cet arrondissement, pour moi, est pionnière dans la révolution qui a eu lieu les 30 et 31 octobre dernier. Donc nous sommes venus ici pour leur dire que ce message de changement que l'arrondissement a toujours prôné a été entendu par l'ensemble du peuple les 30 et 31 octobre dernier. Nous sommes disposés à proposer à l'ensemble de la population burkinabé et également à l'arrondissement 4 ici des solutions vraies pour un véritable développement harmonieux du Burkina Faso. Les ambitions du parti Agir sont claires. Conquérir non seulement la mairie de l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou, mais aussi toutes les mairies. Adama Kanazoué et son bureau annoncent également que le parti sera en lice pour les élections législatives et présidentielles. Le parti, c'est déjà 9 provinces où nous sommes implantés, effectivement, et c'est 113 communes où nous sommes à près de 70% d'implantation, et c'est également plus de 3000 villages où nous avons des comités de base qui sont en passe d'être mis en place. Donc le parti, c'est des ambitions sereines, c'est des ambitions mesurées, c'est des ambitions très calculées dans le temps. Oui, je serai candidat à la candidature de mon parti pour les élections présidentielles. À la tribune, les anciens, les jeunes, les femmes et la coordination de base du parti se sont engagés à œuvrer pour faire triompher les idéaux de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. On affûte aussi les armes dans les rangs de l'ancien parti au pouvoir. La section CDP du Gourma a réuni ses militants ce week-end au programme Remettre la troupe sur pied en vue des batailles électorales d'octobre prochain. Issaka, Souleymane Diallo et Fousseni Traoré pour le compte-rendu. En prélude aux élections à venir dans notre pays, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP passe en revue ses troupes dans la province du Gourma. Il a en effet convié ses militants et militantes de différentes sous-sections à une conférence le 22 février 2015 à Fadangourma.
Une occasion pour le secrétaire général de la section provinciale du parti, Abdoulaye Kombari, de retrouver ses camarades tout en les invitant à resserrer les rangs dans l'union et dépasser le découragement du perdant afin d'assurer au CDP des victoires éclatantes au soir des élections de 2015 et 2016. Ce jour 22 février est un grand jour pour nous. C'est un jour qui nous donne l'occasion d'abord de nous revoir, donc de se parler, de s'assurer que les uns et les autres se portent bien. C'est un jour aussi qui nous permet de montrer aux yeux donc des Burkinabés que ceux qui avaient donné mort pour le CDP, bon, je pense qu'ils sont passés à côté, que le CDP est bien vivant et le CDP compte effectivement donc y mettre le sien pour vraiment en tout cas que la démocratie puisse progresser dans ce pays-là. Cette première conférence provinciale de l'année 2015 permettra aux instances du parti de donner des informations relatives à la situation nationale et aux nouvelles directives du parti. Parce qu'il y a eu des grandes décisions qui ont été prises, la mise en place d'un directoire devant donc gérer les affaires courantes jusqu'à la convocation de notre congrès extraordinaire. Et il y a eu une feuille de route qui a été dégagée et c'est l'ensemble de tous ces éléments-là que nous tenons quand même donc à partager avec nos éléments qui seront maintenant le relais donc au niveau des villages. Cette rencontre marque également le lancement des activités du CDP dans le Gourma et permettra aux différentes sous-sections d'aller à la conquête de l'électorat pour les batailles électorales à venir. La hiérarchie militaire veut des bénédictions des autorités coutumières religieuses pour tenir le cap. C'est aujourd'hui même que la rencontre s'est tenue. Elle s'inscrit aussi dans le cadre d'une démarche de reconnaissance pour le soutien déjà reçu jusqu'à présent. Le point avec Maxime Zongo. Voilà 3 mois que le nouveau chef d'état-major général des armées, le général de brigade Pingrenoma Zagré, a pris le commandement à la tête de l'armée burkinabé. Conscient du poids et surtout de la délicatesse de la charge, il a estimé qu'il était nécessaire et judicieux de prendre contact avec les autorités coutumières et religieuses afin de solliciter leurs conseils et leurs bénédictions. Il est conforme aux traditions et bonnes pratiques des forces armées nationales. Lorsque des unités sont stationnées dans une ville, dans une garnison, de rendre visite à tous les leaders et à tous ceux qui ont un pouvoir d'influence sur la population et afin qu'ensemble nous œuvrons pour la paix. Nous sommes là ce matin auprès de ces différentes autorités pour les témoigner la gratitude des chefs militaires et de l'ensemble de la communauté militaire pour les œuvres et que ces autorités entreprennent pour consolider la paix dans notre pays et surtout les solliciter à nouveau afin qu'elles persévèrent dans cette voie, persévèrent dans les œuvres. Très sensible à cette marque de courtoisie, le grand imam de Ouagadougou, Cheikh Abouakar Sana, a tenu à remercier l'armée pour cette démarche qui les honore. Il a saisi l'occasion pour prôner la cohésion et la solidarité au sein des forces armées et surtout prier abondamment pour la paix au Burkina. Au palais du Moronaba, deuxième étape de cette visite de courtoisie, l'ambiance était également solennelle. Des bénédictions à profusion et des conseils de sages pour fortifier la cohésion au sein de l'armée. À la Fédération des églises et missions évangéliques, le pasteur Samuel Yamiogo et ses collaborateurs ont également félicité et encouragé les militaires pour leur sens élevé de la responsabilité. Ils ont prié pour eux afin qu'ils continuent d'être des acteurs de la paix et de la cohésion sociale. À l'archevêché, le point de chute de cette visite, le cardinal Philippe Ouedraogo et ses proches collaborateurs ont salué cette marque d'estime et remercié l'armée pour avoir contribué à la paix sociale. Ils ont promis que l'Église sera toujours plus proche par ses prières. En santé, il y a une bouffée d'oxygène pour l'hôpital national Yalgado Ouedraogo. Le service des urgences du centre universitaire vient de recevoir un lot de matériel biomédical. C'est un don de la SONABI, la nationale des hydrocarbures du Burkina, et la valeur du don est estimée à 25 millions de francs CFA. Lazare Pouya pour le compte rendu. Les besoins du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo sont on ne peut plus préoccupants. Au niveau du service des urgences médicales, premier point de contact du patient, l'insuffisance des équipements biomédicaux constitue un frein pour la bonne prise en charge du malade. Et c'est pour participer au combat de l'hôpital
que la SONABI, la Société nationale burkinabé des hydrocarbures, est allée remettre au directeur général du centre hospitalier universitaire Yaloro Ouedraogo ses équipements biomédicaux d'une valeur estimée à 25 millions de francs CFA. Ce lot de matériel est composé entre autres de négatoscopes, de moniteurs multiparamétriques et des aspirateurs médicaux. La santé est un problème qui concerne tout le monde. Les urgences est un aspect spécifique qui concerne tout le monde. Et je n'imagine pas un seul instant que la SONABI, en tant que société d'État, puisse rester insensible et ne rien faire. Même si nous avons des soucis de liquidité de trésorerie, nous sommes quand même une entreprise rentable qui n'est pas en déficit. Et il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas donc un geste. Le directeur général de la SONABI a également lancé un appel à toutes les entreprises implantées au Burkina d'avoir un regard citoyen et de faire un geste. Tout en saluant ce geste combien important pour sa structure, le directeur général du CHU Yalado Ouedraogo a souligné que ce matériel sera utilisé à bon escient dans l'intérêt de tous les Burkinabés. Il y a le problème d'équipement qui a souvent aussi été la cause de certaines situations, bien dans la lenteur ou dans l'impossibilité de faire certains diagnostics dès le départ. Ce genre d'appareils, par exemple, sont très précieux pour la prise en charge des patients qui arrivent aux urgences médicales. Le directeur général de la SONABI, qui se propose d'être le parrain du service des urgences médicales, a mis à profit cette remise pour visiter les locaux du dit service. Cinéma, nous avons été dans les coulisses des préparatifs de la 24e édition du FESPACO. C'est la chorégraphe burkinabé Irène Tassambedo qui assure le spectacle d'ouverture et de clôture cette année. Des difficultés, il y en a, mais ce ne sont pas du tout des freins. Témoignage de Haruna Mari. Irène Tassambedo et sa compagnie préparent le FESPACO. Ici à Edith, l'école de danse Irène Tassambedo, artistes musiciens, acrobates, danseurs et chorégraphes sont en résidence de création pour le spectacle d'ouverture de la Biennale de cinéma africain. Une chorégraphie prévue pour être présentée au Palais des Sports de Ouaga 2000. Alors, on est juste à la 3e semaine. C'est vraiment juste à la 3e semaine. Donc, c'est pas beaucoup. Normalement, pour monter un projet comme ça, il faut à peu près 2 mois de boulot. Et là, on a même pas, c'est en gros 4 semaines et pour tout faire, chorégraphie, musique, costume, décor et tout. Et c'est vraiment l'enfer. Il y a Maï Lengani qui est là, il y a Nourat qui est là, il y a Kevin qui est là, il y a Patrick Cabré qui est là, il y a Josué qui est là. Donc, ce sont pour moi des jeunes qui sont hyper talentueux et qui ont besoin d'être mis en lumière, donc ils seront là aussi. À part les grands, bien sûr, confirmés qui seront là avec Alif Naba. Et pour que la chorégraphie soit une réussite, de nombreuses compétences sont mises à contribution. En témoigne la présence de nombreux artistes ici à l'œuvre. On a toujours collaboré sur plein de projets et c'est un plaisir de venir la retrouver dans ce projet. Il ne faudrait pas que notre musique reste dans un ghetto, comme on dit entre parenthèses, world music. Pourquoi pas musique tout simplement? On a une musique très riche et surtout ici le folklore burkinabé est tellement riche rythmiquement et harmoniquement. Déjà, le premier contact s'est super bien passé et on va continuer à travailler. Donc on sera fin prêt, si plutôt bon Dieu. Développer un tel spectacle exige la ressource humaine, mais aussi des moyens financiers. Autant de difficultés à résoudre à temps afin de ne pas empiéter sur le calendrier des préparatifs. Au jour d'aujourd'hui, à J-11, parce que nous sommes en retard sur plein de choses, notamment sur les problèmes d'argent qu'il faut dire quand même, parce que c'est terriblement vrai, la lourdeur administrative nous plombe énormément. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on est... les costumes viennent de démarrer, mais dans quelles conditions? Tout est très difficile. Très difficile. L'artiste n'est pas à sa première expérience. Déjà en 2009, puis en 2011, la fondatrice de l'école Edith a offert des spectacles à ses 2 rendez-vous du FESPACO.
Après quelques jours de préparation, devant se poursuivre, la chorégraphe Irène Tassambedo promet un spectacle de belle facture à ce FESPACO 2015. Dommage, Timbuktu de Abderrahmane Sissako n'aura donc pas retenu l'attention de ce jour. Et puis, qu'est-ce qui a fait l'actualité de ce jour dans les quotidiens de chez nous? Tour d'horizon tout de suite avec Evelyne Dabiri. Les quotidiens de ce 23 février font un large écho de la saisie des canettes de boissons périmées par la police nationale. Au bouffe rime-t-il avec malbouffe, se demande l'observateur Palga, et de son côté, Sidoya s'interroge. Comment ces boissons périmées traversent-elles les frontières du Burkina? Cette saisie que notre confrère Le Soir qualifie de déchets toxiques de la transition se chiffre à 1280 tonnes de boissons périmées, précise aujourd'hui au Faso. Des chiffres qui font froid dans le dos, écrit le journal Le Quotidien, qui estime que c'est bien dommage que des Burkinabés décident de mettre en danger la vie d'autres Burkinabés. Et les sanctions et accusations des consommateurs sont tombées à travers un micro-trottoir que nous livre le pays. J'accuse les autorités douanières de n'avoir pas très bien joué leur rôle, affirme un consommateur. Un autre de rétorquer, ce sont des bandits de grand chemin qu'il faut écarter du marché national. Et pour le quotidien Notre Temps, la justice doit en effet faire son travail pour que toutes ces personnes soient mises hors d'état de nuire et subissent la rigueur de la loi burkinabé. Alors pour les sanctions, on verra vraiment si plus rien n'est comme avant, écrit l'observateur Palga. Autre point de l'actualité nationale, c'est la liste des candidatures à la présidentielle qui s'est étoffée ce week-end. Le général répond oui, rapporte Le Soir. Djibril Bassolé s'engage avec la jeunesse, titre Sidoya. L'observateur, quant à lui, fait cas du projet de société de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina, pour qui un accent particulier sera mis sur le monde rural, l'énergie et les technologies de l'information et de la communication, rapporte ce journal. Toujours pour les événements politiques, le RSP encore mis en index par des manifestants à Bobo-Dioulasso. Des femmes exigent le démantèlement du RSP, rapporte le journal Le Quotidien. Le pays reprend les propos des manifestants en ces mots. En démocratie, toute institution qui suscite la peur doit être bannie. Enfin, la plupart des journaux annoncent le décès, ce dimanche 22 février, de la musicienne Safoura Delta, une voix éteinte à jamais. Paix à son âme, et puis donc ce sont des informations à fouiller dans le quotidien de la place. Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.